Doués de langage, regroupés en familles solidaires, les orques sont des chasseresses redoutables. Leur puissance hors norme leur permet de terrasser les plus grosses espèces de l'océan. Elles sèment la terreur sur leur passage. Intelligentes et organisées, elles s'adaptent à tous les milieux. Dans un enfer stérile au bout du monde, elles ont développé d'incroyables techniques de chasse pour survivre. Pourtant, aujourd'hui, leur avenir est menacé. David Reichert, cinéaste animalier, veut percer quelques-uns de leurs secrets. Armé de sa caméra, il va tenter de partager l'intimité des animaux de ces terres désolées pour mieux comprendre les relations qui existent entre prédateurs et proies. Suivez ce guide exceptionnel. Partagez avec lui cette expérience unique. Plongez dans le monde des titans pour une immersion totale au cœur d'un des milieux les plus hostiles de la planète. Perdu dans les eaux glaciales du sud de l'océan Indien, un archipel bien loin du paradis. Crozet, sans cesse balayé par les tempêtes, c'est l'un des lieux les plus inhospitaliers au monde. Le vent, impitoyable maître des lieux, y concentre inlassablement la pluie, la neige ou la grêle 310 jours par an. Il offre parfois l'aumône d'un rayon de soleil. Mais en général, il ne véhicule que la tourmente. Septembre, début du printemps austral. Le bateau de pêche Île Bourbon affronte ce climat sans pitié, en quête de l'un des plus rares et des meilleurs poissons du monde, la légine. Découvert à la fin du XXe siècle, cet animal est vendu à prix d'or. Très apprécié sur le marché asiatique, il l'est aussi par un prédateur à l'appétit gargantuesque, un dauphin géant de 8 tonnes. L'orque épaulard. David Reichert, spécialiste des mammifères marins, se passionne pour ce super prédateur. Il est témoin d'un comportement qui met en évidence l'incroyable intelligence des orques. Comme les autres poissons qui vivent ici, la légine habite les profondeurs abyssales. Inaccessible aux cétacés, elle ne fait pas partie de leur régime alimentaire. Les orques, opportunistes et curieuses de tout, se sont adaptées à la présence récente des palangriers dans la région. Elles ont découvert la pêche sans effort. Il suffit d'attendre que les lignes remontent le poisson. Aujourd'hui, elles raffolent de la livraison à domicile. Malheureusement, de nombreux bateaux pirates sillonnent la région en quête de la précieuse légine. Ces hors-la-loi n'hésitent pas à massacrer à coups de dynamite leurs rivales trop gourmandes. Des orques devenues méfiantes envers notre espèce ne renoncent pas pour autant à cette pêche facile. Les constats scientifiques sont terribles. 50% des orques de la région ont disparu depuis 1995, exterminés par des hommes sans scrupules. David Reichert a embarqué sur l'île Bourbon, l'un des rares bateaux autorisés dans la zone et l'un des seuls moyens pour rallier les îles Crozet. Le but de ce long voyage, étudier sur place le comportement des orques en danger. David est coutumier des plongées extrêmes et des situations périlleuses. Rien ne l'arrête pour approcher les sujets qu'il étudie. Pour la première fois, un plongeur va se mettre à l'eau à proximité d'un bateau de pêche. Synonyme pour les orques de repas faciles, mais aussi de danger mortel. Quelle sera la réaction des prédatrices ? Une jeune femelle approche. Immédiatement, elle est rappelée par sa mère. Chez les orques, l'autorité ne se discute pas. Les orques ont évité David.
La prochaine rencontre aura lieu dans l'archipel de Crozet. Les chasseresses ont là-bas un rendez-vous vital, avec des proies plus traditionnelles que les légines. Chaque année, début septembre, après 10 mois passés sans sortir de l'eau, les éléphants de mer reviennent de leur longue migration dans les eaux antarctiques. Ils doivent gagner la terre ferme pour se reproduire. L'occasion pour les orques de mettre en œuvre des techniques de chasse qu'elles se transmettent de génération en génération depuis des millénaires. La présence des palangriers a-t-elle altéré la transmission de cette culture et bouleversé le comportement alimentaire des cétacés? Y a-t-il eu des changements consécutifs aux tueries des hommes? La population d'éléphants de mer est-elle en augmentation face à la diminution du nombre d'orques? Pour le savoir, l'explorateur va se fondre dans la vie secrète de ces animaux. Pendant 4 mois, David partagera leur quotidien au cœur d'une nature hostile, où la survie est une affaire de chaque instant. Ici, les animaux ne sont pas chassés par les hommes. Ils ne devraient pas avoir peur de moi. C'est l'endroit idéal pour découvrir leur intimité et comprendre les liens étroits qui unissent prédateurs et proies. J'arrive juste à temps pour le grand rendez-vous. Le retour des éléphants commence. Ce mâle adulte vient de nager plusieurs milliers de kilomètres dans l'océan austral pour rejoindre Crozet. Le colosse hisse péniblement ses 5 mètres de long et ses 3 tonnes sur la plage qu'il a vu naître. Il est mu par une pulsion irrésistible, le sexe. Une femelle émerge à son tour. Elle va mettre au monde et allaiter le bébé qu'elle a conçu ici même, il y a 1 an. Pour le pachyderme, elle naît de l'écume telle une Aphrodite. C'est un spectacle auquel il ne peut résister. Pour se reproduire, l'éléphant de mer doit rassembler un harem de femelles et devenir pacha. Seul moyen d'y parvenir, se montrer le plus fort, s'imposer à tous les autres mâles. La femelle, 5 à 7 fois moins lourde, doit se soumettre. En guise de parade amoureuse, une démonstration de force et une sérieuse morsure la persuade d'intégrer le futur harem. Ce pacha va devoir protéger son précieux butin de la convoitise des autres prétendants. Un rival jaloux pointe déjà la trompe et évalue ses chances de conquérir un territoire. La place de reproducteur est très convoitée. Sur la plage, il n'y aura qu'un seul pacha. Les conflits sont inévitables. Une autre femelle arrive. Impressionnée par la concupiscence des mâles, la malheureuse perçoit trop tard les tonnes de muscles qui fondent sur elle. Pour la future maman, le voyage finit en tragédie. Son bébé ne verra jamais la terre que sa mère avait choisie pour lui donner la vie. Attraper les proies sur la plage témoigne d'une véritable adaptation à des conditions difficiles. Ici, le poisson est rare et inaccessible. Les orques sont condamnés à chasser d'autres mammifères marins. Le clan des cétacés est averti. La chasse a été bonne. La proie est relâchée pour que les jeunes apprennent à chasser. De leur initiation aux différentes méthodes de capture dépendra leur survie. L'éducation et la transmission du savoir sont essentielles. Cette scène peut paraître cruelle, mais elle démontre à quel point les orques sont sociables et mutuellement protectrices. La mise à mort est donnée par une jeune femelle. Opportunistes, les oiseaux profitent aussi du festin. Ici, chaque protéine est vitale.
La lourde caisse recèle de quoi permettre à David d'être autonome jusqu'au retour du bateau de pêche, dans 4 mois. Ces oiseaux, des squois, confirment les suspicions de David. Ici, les animaux sont loin d'être farouches. Installé près du harem, le cinéaste se trouve aux premières loges pour étudier les interactions entre orques et éléphants de mer. En quelques jours, le pacha a rassemblé plusieurs dizaines de femelles. Un travail épuisant. Jour et nuit sur la brèche, il dirige les arrivantes vers son harem et interdit à ses concurrents d'approcher. Pour l'heure, c'est le repos du guerrier. Cela n'empêche pas les chasseresses de venir voir si une de ces délicieuses masses de graisse ne se trouve pas à portée de mâchoire. L'épaisse couche de lard des éléphants représente un fabuleux apport d'énergie. En clair, ce sont de véritables mets de luxe. Un mâle, reconnaissable à son aileron triangulaire de près de 2 mètres de haut, est accompagné par 2 femelles. Leur nageoire dorsale est plus petite et courbe. Les orques vivent en régime matriarcal. Une femelle dominante dirige un groupe très uni, constitué de ses sœurs, de ses filles et des enfants de tout le monde. Il n'y a pas de couple au sein du clan. Comme chez les hommes, l'inceste est tabou. Les reproductions se font uniquement entre membres de familles différentes. La matriarche, très imposante, atteint peut-être 7 mètres de long. On n'a jamais déploré d'attaque d'orques sur l'homme, mais je ne peux m'empêcher de me poser la question. Et si j'étais le premier de mon espèce au menu du jour ? Le groupe s'éloigne paisiblement en direction du sud de l'île. Cette rencontre ravive une scène dans la mémoire du cinéaste. En 1988, sur cette même plage, une jeune orque inexpérimentée s'échoue après avoir essayé de capturer une proie. Heureusement, un groupe de scientifiques se trouve là et l'aide à se remettre à l'eau. Le retour à la mer est l'occasion d'une explosion de joie chez les cétacés comme chez les hommes. Un drame a été évité. Ces images filmées en amateur ont fait le tour du monde. Est-ce la rescapée que j'ai rencontrée aujourd'hui ? Ce face-à-face était-il une forme d'interrogation à l'égard de mon espèce, alors que j'y percevais une possible menace ? Qu'est-ce que je représente pour ces super prédateurs ? Question fascinante. David, heureux, pense avoir établi un authentique contact avec les géantes qu'il est venu saluer. Malgré leur force, les mâles adultes ne sont pas à l'abri d'une attaque des super dauphins. Et celui-ci peut en témoigner. Les éléphants risquent leur vie lorsqu'ils viennent à terre. Au large, en cas de danger, ils peuvent sonder à plus de 1500 mètres, profondeur à laquelle les orques sont incapables de les poursuivre. En revanche, près des hauts fonds, ils deviennent des proies vulnérables. Une jeune orque, éloignée du groupe, se retrouve face à un puissant éléphant de mer. La curiosité l'emporte.
Mais le mastodonte ne fuit pas. Au contraire, il avance, sûr de lui. Enfin, presque. Un éléphant de cette taille est un adversaire dangereux pour une orque seule. Première chose à faire, repli stratégique en direction du clan. Les orques connaissent aussi un vieil adage, l'union fait la force. Cet éléphant profite de la passivité de son homologue pour agrandir son territoire. Il a un fief, mais pas encore de belles dames. La solitude lui porte sur les nerfs, visiblement. Le temps est venu d'aller faire un tour ailleurs. Je décide de franchir le petit volcan derrière lequel j'ai souvent vu disparaître les orques. Je suis curieux de savoir ce qui les attire là-bas. Voilà un parfait endroit pour mes prises de vue. Ici, par temps calme, le fond rocheux me permettra de profiter de la transparence de l'eau. Chose rare ici, avec une mer sans cesse recommencée. Les orques ne viennent pas là pour rien. Il n'y a pas que les éléphants de mer dans la ville. Cette plage encaissée abrite une colonie de manchots royaux. Des dizaines de milliers de couples. Aux yeux des super dauphins, un garde-manger généreusement garni toute l'année. Au centre de cette foule, les poussins de l'année dernière sont réunis en crèche pendant que leurs parents sont partis pêcher. Ils sont couverts d'un duvet doux comme une laine. Ils garderont ce chaud manteau protecteur pendant plus de 9 mois. Tant qu'ils n'ont pas leurs plumes et leurs muscles d'adultes pour affronter la mer, ils doivent patienter et attendre la béquée. Ces bébés affamés semblent m'avoir adopté. L'appel du ventre peut-être. L'élevage du jeune dure presque 1 an et exige un prodigieux dévouement de la part des adultes. Contre vents et tempêtes, père et mère enchaînent des voyages d'une dizaine de jours aller-retour. La zone riche en nourriture se trouve à des centaines de kilomètres de là, parfois à près de 1000. Pour trouver crustacés, mollusques et petits poissons, ils plongent s'il le faut par 500 mètres de fond. Le jabot garni, ils regagnent l'île et retrouvent leur unique rejeton parmi des milliers d'autres, en l'identifiant à son cri. Les manchots partent à la pêche en groupe. Ainsi, en cas de danger, ils multiplient leurs chances de survie. Belle occasion pour les orques de travailler l'une de leurs techniques de chasse collective. D'abord, la discrétion, silence radio.
tous les membres du clan connaissent leur place dans la patrouille. Juste avant l'attaque, chacun précise aux autres sa position, par des clics d'écholocation. Quand tout le monde est prêt, la matriarche donne le signal. Les manchots sont agiles et rapides. Les attraper représente une grande dépense d'énergie pour un maigre repas. Le prix de la survie quand il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Le barrage des orques franchi. Revenir de la pêche représente encore une sérieuse épreuve pour les oiseaux. Après tous ces exploits, le poussin affamé peut enfin ouvrir un large bec. Septembre s'achève. Le pacha a rassemblé plus d'une centaine de femelles. Un record probablement lié à la diminution des effectifs d'orques. Pourtant, les chasseresses ne relâchent pas la pression. Et pour cause, peu après son arrivée, chaque femelle va mettre au monde un petit, de la chair tendre en perspective. Pour les oiseaux, le placenta est l'occasion d'un festin de protéines. Les premiers cris qu'échangent la mère et le jeune sont décisifs. Avec l'odeur, ils leur permettront de se reconnaître dans la colonie. Les yeux à peine ouverts, bébé éléphanteau tètent le lait le plus riche du monde. 10 fois plus de graisse et de calories que dans le lait de vache. Le transfert d'énergie de la mère au rejeton est si parfait qu'en 3 semaines, le poupon quadruple son poids et peut être sevré. Pour le pacha, tout déplacement est exténuant. Il continue pourtant à s'approprier et à féconder chaque nouvelle arrivante. Durant les 2 mois et demi de la saison des amours, il ne mange pas et perd 15 kilos par jour. Cette vitalité n'est possible que grâce aux réserves de graisse accumulées au cours des 10 mois passés à engloutir poissons de fond et calamars. Mais l'animal n'est pas au bout de ses peines. Le harem est cerné par les prétendants. La présence de toutes ces femelles stimule leur libido et nombre de ces célibataires essayent de perpétuer leur patrimoine génétique en catimini. Le pacha menace. Ces protestations sont amplifiées par une trompe démesurée, véritable organe de résonance. Preuve de virilité. Plus l'appendice nasal est grand, plus le son émis est puissant. Cela suffit souvent à dissuader le maraudeur sexuel.
Mais quand un prétendant déguerpit à droite, un autre s'introduit à gauche. Impossible de tout contrôler. Des analyses ADN ont prouvé que, contrairement aux apparences, le pacha est loin d'être le père de tous les bébés. Ces excessives décharges d'hormones peuvent dégénérer en sévères conflits. Un mâle déterminé ose défier le seigneur local. L'enjeu du combat, le harem, ses plaisirs et ses peines. Près de ces titans, je mesure la puissance de l'instinct qui préside à la transmission des gènes. J'y vois le symbole de la résistance aux conditions extrêmes du milieu, l'image même de la lutte pour la vie. Je veux connaître avec les orques une expérience d'une intensité comparable. Je vais retourner à cet endroit où l'eau transparente me permettra de les admirer. Je reconnais la matriarche à sa taille imposante. Il me semble à son regard rempli d'expérience qu'elle connaît les hommes. Est-ce la femelle remise à l'eau par les scientifiques? Je me plais à l'imaginer. Je voudrais éterniser cet instant, en savoir davantage sur elle et les siens. Une fois encore, la rencontre est furtive. Le peuple des hommes et celui de la mer n'ont guère d'occasion d'engager le dialogue. La culture acquise par les orques est possible grâce à une longévité importante. Les mâles vivent environ 50 ans et les femelles peuvent devenir octogénaires. Le régime matriarcal récompense l'âge et l'expérience. Chasseresses exemplaires, les orques ne passent que 10% de leur temps à satisfaire leurs besoins alimentaires. Elles consacrent le reste au repos, aux jeux tendres et sensuels et à l'éducation des jeunes. Véritable transmission d'un savoir, cette école de la mer peut durer 20 ans. L'harmonie du groupe est sans cesse entretenue. On se touche, on se caresse et surtout on se parle. Les scientifiques ont montré que les orques d'un même bassin océanique possèdent un langage commun. Plus incroyable encore, au sein de chaque clan, il existe même un dialecte. Frustré par la brièveté de ces entrevues, David tente le grand coup, le face-à-face avec les géantes.
C'est au cœur de leur territoire, derrière la forêt d'algues, qu'il imagine le rendez-vous. Les orques ne pénètrent jamais dans ces forêts impressionnantes de Macrocystis. Les tiges très solides de ces algues filiformes, pouvant mesurer plus de 50 mètres, seraient un piège mortel. La matriarche surprend le plongeur. Elle émet des cliquetis rapides. Elle communique avec le reste de sa troupe, qui se tient sagement à distance. Prudente, la responsable du clan est venue en reconnaissance. Comme elle est arrivée, elle a disparu. À nouveau, la méfiance a été le maître mot de la rencontre. L'arrivée d'un groupe de manchots confirme le départ des orques. Oubliant sa déception, David se laisse envahir par la grâce de cette envolée. Tiens, on dirait que j'ai un invité surprise ce soir. Le combattant anéanti par sa défaite ne sera pas encore pacha cette saison. Peut-être aura-t-il plus de chance l'année prochaine. Les plus forts n'y parviennent que vers l'âge de 8 ans, mais jamais plus de 2 années consécutives. Une telle dépense d'énergie les épuise. Sans paraître agressif, ce mastodonte incarne quand même un danger. Impossible d'approcher de ma tente. Aujourd'hui, le temps est superbe, un événement. Un brin de toilette finira par me faire oublier ma nuit blanche. Les bébés dégustent l'innocence et le lait de leur premier jour, près du ventre tiède de leur maman. Instant de sérénité, magnifié par un doux parfum de vacances et de sieste. Les orques profitent elles aussi du calme pour dormir. Mais leur sommeil a une particularité. Pour ne pas se noyer en sombrant dans l'inconscience, l'animal bénéficie d'une extraordinaire adaptation physiologique. Il ne repose qu'un hémisphère cérébral à la fois. Littéralement, il ne dort que d'un œil. Sans transition,
La tempête reprend ses droits. En moins de 10 minutes, la douceur printanière se transmue en violence hivernale. La mer, elle aussi, se fâche. Prudentes, les orques s'éloignent du rivage. Comment font ces éléphantaux, âgés de quelques jours à peine, pour résister à la furie des éléments? Passant outre les rafales démentielles, un petit tête comme si de rien n'était. La tempête forcit. Se mettre à l'abri devient impératif. Mes tentatives de prise de vue m'ont laissé transi. Sans ma tente, aucune chance de survie. Je me sens soudain bien seul, tellement vulnérable par rapport aux animaux de ces contrées extrêmes. Les bourrasques ont un relent de fin du monde. Y aura-t-il une limite à la puissance de cette tempête ? J'ai vécu une nuit de cauchemar, terrorisé à l'idée que mon abri allait être emporté par la tourmente. Mi-octobre. Les femelles arrivées les premières s'apprêtent déjà à retourner à l'océan. Elles ont allaité leur bébé durant 3 semaines et fait tout ce qu'elles pouvaient pour lui. Fécondées par le pacha, elles reviendront dans 1 an donner le jour à une autre petite boule de poil. Cette éléphante est sur le point de partir. Son bébé n'est pas encore sevré et veut la suivre. Elle l'en dissuade avec autorité. Cet étrange comportement d'abandon s'explique. La maman manque de réserve de graisse pour terminer l'allaitement. Peut-être a-t-elle l'intention de revenir après avoir fait le plein d'énergie. Fatiguée, elle entre dans l'eau sans discrétion. Erreur fatale. La coordination de l'attaque est parfaite. Arrive le moment du partage. Chez les orques, la solidarité est une vertu cardinale.
Désormais seul, le bébé est le témoin impuissant du drame dont il est aussi la victime. À la différence des manchots nourris par leurs 2 parents, les éléphantaux ne peuvent compter que sur leur mère pour survivre. Celui-ci n'a pas tiré le bon numéro à la grande loterie de la vie des mers australes. Affamé, décharné, il est désormais une proie sans défense, et les oiseaux le savent. Sa seule chance de survie, téter une autre femelle. Malheureusement, son espèce n'est pas altruiste. Aucune maman n'a assez de réserve pour nourrir 2 petits. L'orphelin quémande en vain. Les autres jeunes le dénoncent à leur mère protectrice. La sanction est immédiate. Je suis désemparé face au destin tragique de ce petit. Je ne peux rien faire pour l'aider. Impossible de remplacer sa mère. Cruellement mordu, rejeté de tous, il est rattrapé par la terrible loi de la sélection naturelle. Jamais il ne connaîtra le goût du poisson du large. Jamais il ne deviendra pacha pour laisser une descendance sur cette île du bout du monde. Mi-novembre, la majorité des femelles a regagné le large et le harem a fondu comme neige au soleil. Le pacha s'active encore à féconder ses dernières concubines. Il partira bientôt à son tour. 3 semaines après leur naissance, les éléphantaux sont définitivement livrés à eux-mêmes. Ils se rassemblent en crèche. Un bon moyen de se rassurer les uns les autres et d'oublier l'absence de maman. Ils découvrent les plaisirs des chahuts et des longues siestes. Ils ont mué. Noir à la naissance, leur fourrure est devenue gris clair. Mais le changement de costume provoque d'insupportables démangeaisons qu'il faut calmer d'une manière ou d'une autre. Les jeunes, comme les adultes, adorent se gratter. David le sait, et il ne résiste pas à la tentation d'exploiter ce péché mignon. J'ai conscience que ce n'est pas un comportement scientifique. Mais comment résister à l'appel de ces peluches? Oh, il me semble que j'ai une excuse. Ces boules de poils ont investi allègrement mon campement. Un premier pas peut-être pour m'inviter à me joindre à eux. Je me laisse volontiers influencer par la confiance qu'ils me témoignent. Ces échanges sont le signe d'une véritable acceptation, un imprévisible cadeau. Les jeux que ces éléphantaux partagent avec moi constituent la plus simple et la plus essentielle des communications. Je goûte avec eux un moment de grâce naïve qui me ramène allègrement sur les sentiers de ma propre enfance. Décembre. L'estomac désespérément vide, les éléphantaux se rapprochent du rivage. Inconscients du danger, ce sont des proies faciles. À la différence des jeunes orques, ils devront tout apprendre par eux-mêmes. Pour certains, le voyage s'achèvera à peine commencé dans un claquement de mâchoires géantes. Cette lourde mortalité infantile traduit pour les prédatrices un indispensable apport d'énergie avant l'hiver.
Dans un mois, il ne leur restera plus que des manchots pour se nourrir. Et peut-être, au péril de leur vie, les poissons tirés des abysses par l'un de ces dangereux bateaux de pêche. Avant leur départ en direction de l'Antarctique, David veut filmer les éléphantaux dans le milieu qui est désormais le leur, la mer. Je le cherchais et c'est lui qui m'a trouvé. Les mordillements de l'animal ne sont-ils pas l'expression d'une sympathique moquerie? Comme pour me dire, est-ce que tu as besoin de ce déguisement ridicule pour venir dans mon univers? Et pourquoi est-il parti? Est-ce un adieu? La réponse est écrite noir sur blanc. La matriarche est-elle à la poursuite de l'éléphanteau? Pour la première fois, le mâle s'approche de moi. 8 mètres de long, plus de 8 tonnes. Aussi impressionnant qu'un TGV. La matriarche revient vers moi. C'est l'heure du contact. Grâce à leur sonar perfectionné, les orques m'échographient de la tête aux pieds. Je suis mis à nu. Comme un nouveau-né, je suis vulnérable. Les chasseresses le savent, et je m'abandonne à ce que je pense pouvoir nommer leur sagesse. Un échange s'instaure, fait d'un intense je ne sais quoi. Dans cette gueule ouverte, je vois un début de communication. Nous avons exorcisé nos craintes mutuelles. J'ai la profonde intuition que cette femelle est celle que les hommes ont sauvée autrefois. Devenue chef de clan, elle a voulu en savoir plus sur moi avant d'exposer son groupe à un danger potentiel. Aujourd'hui, elle a compris que je viens en paix. Les orques se livrent à moi, comme je me suis livré à elles. Ultime reconnaissance envers l'espèce humaine pour avoir sauvé l'une d'entre elles. Aucun mot ne saurait peindre l'émotion que je ressens dans ce moment de sublime partage. Cet élan d'affection dépasse mes rêves les plus fous.
Je suis rassuré de savoir que les orques conservent leur tradition, malgré la présence des bateaux de pêche. En réponse au massacre perpétré par les pirates autour de Crozet, les orques se sont d'abord montrées prudentes à mon égard. Comment leur reprocher de se méfier d'une espèce particulièrement destructrice? Pourtant, dans ce monde où leur avenir est compromis par l'homme, elles ont fait preuve de discernement. Elles ont finalement décidé de m'entrouvrir les portes de leur royaume. Prédatrices par excellence, si elles sont parfois cruelles, elles savent aussi se faire aimer. À jamais, je serai transformé par ces rencontres improbables. Sur cette île des tempêtes, où la vie est une lutte de chaque seconde, les animaux sauvages ont accepté ma présence. Ils m'ont confié quelques-uns de leurs secrets, et surtout, ils m'ont témoigné leur confiance. Beep, 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 beep.